Allez, d'autres questions? Ne soyez pas timides. Je sais que monsieur vous en aviez une, oui. Hein? Oh, je les suscite un peu. Non, on a discuté à la partie. Oui, Daniel Paget, j'habite à Campura, j'ai choisi de prendre ma retraite dans cette région. C'est du relevé. Voilà. Oui, je pense. Mais il y a plein de choses à faire. Donc moi je voulais intervenir sur, vous avez parlé du plan climat, air, énergie, territoire, et vous avez même fait un choix ambitieux de devenir un territoire à énergie positive, c'est-à-dire un territoire qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. Donc là, il y a une vraie stratégie. À horizon 2050. À horizon 2050, tout à fait. Donc là, il y a une vraie stratégie à mettre en place, pour d'une part diminuer la consommation, et d'autre part de faire des choix d'énergie renouvelable pour arriver aux besoins. Alors, ma question, j'en aurai plusieurs, mais la première question, c'est parmi les potentiels existants sur le territoire, quelles sont les énergies renouvelables que vous avez privilégiées et sur la base de quels critères vous les avez choisis? Première question. Alors, Fausto, complétant, on a effectivement fait ce choix ambitieux de porter un plan climat et énergie territoriale qui en fait est la déclinaison de ce qu'on a en région, donc une région à énergie positive, réponse à horizon 2050. Donc nous on s'inscrit là-dedans. Je pense qu'on sera la première communauté de communes à signer notre plan climat au niveau régional. C'est pas que ce soit une réelle fierté, mais je crois quand même que c'est important de pouvoir avoir cette considération. C'est un peu comme le sujet sur l'eau dont on a discuté tout à l'heure. Il y a ce qui va se passer demain, et il y a ce qu'il faut anticiper pour l'avenir. C'est vrai que c'est pas facile de discuter des énergies renouvelables, je suis assez bien placé pour le savoir, avec les débats qui sont portés autour de certaines productions d'énergie renouvelable. Pour ce qui nous concerne, on a plusieurs sujets. L'éolien. L'éolien, il est quasi proscrit parce qu'on n'a pas de potentiel. Certains pourraient me dire que sur de l'éolien moyen, on pourrait, mais bon, ça me paraît très compliqué. Les seules éoliennes qu'il est possible de mettre en place sur le territoire à l'Autois, elles ont quasiment été, c'est sur le secteur de Corendon et le canton de Sousserac, où on a 3 éoliennes. Peut-être vous les voyez, il y en a 7, mais il y en a 4 qui sont dans le Cantal et 3 dans le Nord. Donc l'énergie éolienne, elle est assez limitée chez nous. Après, il nous reste l'hydraulique, qui est déjà bien en place sur le secteur, qui pourra être développé, surtout pour apporter des précisions, et qui nous paraît être une énergie aussi dont il faut savoir se servir. On a le photovoltaïque qui a connu un très beau développement, qui va poser des questions, parce qu'aujourd'hui, on a fait beaucoup de développement sur les toits, mais la question se pose maintenant du sol. On a des projets comme Céléwatt qui ont vu le jour, quelques autres projets pas bien importants, mais aujourd'hui on voit des réflexions sur des surfaces qui sont au-delà de 5 hectares. Donc ça interpelle, comment est-ce qu'on utilise le sol, toutes ces questions-là. Donc moi je suis heureux qu'il puisse y avoir un travail qui soit engagé par les deux vice-présidents, donc Fausto Raquet et Bertrand Cavalery, sur cette question-là, pour qu'on sache comment est-ce qu'on anticipe les autorisations par rapport à l'utilisation des sols pour de la production photovoltaïque. Et l'autre énergie qui pose aussi débat, c'est la méthanisation, puisque notre PCAET donc, a identifié la possibilité de porter 8 méthaniseurs sur l'ensemble du territoire. Donc il y en a 4 en projet, je vois déjà les débats que ça fait, je pense que ça va être aussi assez controversé, malheureusement parce que le débat dans ce département a été mal posé par un projet qui s'est pas déroulé de la meilleure des manières, et qui continue d'ailleurs à avoir quelques difficultés par rapport à son fonctionnement. Mais au-delà de ça, c'est une énergie dont il faut aussi savoir tirer le meilleur profit. La question n'est pas celle-là, la question est de savoir comment est-ce qu'on le déplace pour ne pas procurer de gêne à l'environnement immédiat et notamment aux habitants à proximité.
Donc voilà à peu près les 4 énergies sur lesquelles on travaille, mais je pense qu'il y en a une qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est l'économie d'énergie. Parce que c'est la première sur laquelle il faut travailler. Et là aussi, on a quand même des engagements qui sont pris. Et j'insiste, et je vous le dis à toutes et tous, des animations qui sont portées par Angélique Néant, qui n'est pas là ce soir, qui est le vice-président en charge des questions du logement et de ces sujets-là, mais on a une animation territoriale avec des gens qui sont capables de vous aider à monter des dossiers pour répondre aux enjeux d'économie d'énergie. Et croyez bien que c'est important parce que je le mesure chaque fois que j'en ai l'occasion. Et il n'y a pas trop longtemps de ça, il y avait une réunion que j'avais organisée en tant que conseiller régional à Cahors sur ces questions-là. Et je me suis aperçu que les territoires qui étaient organisés, comme nous, sur par exemple le chèque, l'éco-chèque de la région, et là où il était mobilisé, c'est là où est-ce qu'il y avait de l'animation, c'est-à-dire là où les collectivités avaient fait l'effort de porter l'animation. Donc ici ça marche, alors n'hésitez pas à vous assigner. Je laisse François Raquet compléter le sujet. Oui, donc François Raquet, maire de Bagnac, c'est PG. Ce que aussi on a aussi beaucoup évoqué ces problématiques. Et par contre, vous êtes un savant par rapport à ce que je peux être, donc c'est toujours un peu compliqué. Si, voilà, mais bon, monsieur notre président a déjà beaucoup dit sur le plan climat. C'est vrai qu'on est la première communauté de communes à élaborer le plan climat, puisqu'on a anticipé en fait l'obligation, puisque c'est obligatoire à partir de 50 000 habitants. Nous, on était moins, et on a lancé quand même le plan climat. Ça démontre vraiment la volonté du territoire de se lancer dans cette démarche. C'est vrai que ça a été aussi facilité par notre... on avait répondu à un appel à projet sur le type de TEPOS, le territoire énergie positive, pour lequel on a été retenu. Et c'est vrai que ça a lancé cette dynamique. Et en fait, on s'est bien impliqué dans ce mouvement. Pour les économies d'énergie, il y a effectivement tous les travaux qui se font sur l'habitat, mais il y a également les travaux qui vont se faire sur l'éclairage public. Et il y a Michel Lavessière qui est par là, voilà, et qui s'en occupe. Il était aujourd'hui en première page de la dépêche du midi. Vous en saurez un peu plus. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'à travers le TEPOS, on a eu environ 700 à 800 000 euros de subventions, donc ce n'est pas rien. Pour ce qui concerne le plan climat air-énergie, donc il a été élaboré avec un tas de partenaires. Je pense, on citait tout à l'heure le syndicat Rigueur, il en faisait partie, il y avait la DGT, il y avait l'ARS pour la qualité de l'air. Même si on n'a pas été très actif maintenant, on a quand même la chance d'avoir un air de bonne qualité, comme l'a précisé le président tout à l'heure, tout un tas de partenaires. Et il y a eu aussi une consultation publique à travers Internet, et à laquelle d'ailleurs vous avez répondu. On a eu environ une centaine de réponses, et la vôtre, en l'occurrence, a attiré toute notre attention parce qu'on sentait que sur le plan technique, il y avait des connaissances qui nous avaient peut-être, et des informations qui nous avaient peut-être échappé, donc elle est en cours d'examen. Notre plan climat, il est passé déjà à la MRAE. C'est une annexe, on va dire, de la RDA, c'est mission régionale de l'autorité environnementale. Et notre plan climat a eu un accueil très très positif. Notre chargé de mission, avec les studios d'ailleurs, était largement complimenté parce qu'il s'était beaucoup investi. Et donc maintenant, on attend les réponses de la RDA, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, avec l'avis du préfet pour finaliser notre plan climat, opération qui devrait se faire, nous l'espérons, d'ici la fin de ce semestre. Voilà, alors pour revenir sur les énergies renouvelables qu'a inventorié Vincent, effectivement, l'eau, puisque c'est ce qui aussi vous intéresse principalement, elle est à l'intérieur de notre plan climat. Plan climat, il y a 4 axes de travail forts, 48 à 50 actions qui seront menées. C'est vrai que l'eau, elle a été un petit peu négligée par rapport à d'autres énergies. Il faut savoir qu'à l'arrivée, l'objectif, c'est d'être un territoire d'énergie positive. Et si vous voulez, les projections, pour arriver à ce résultat, on a été amené à mettre des chiffres, voire des projets, en sachant que si on fait plus d'élec hydraulique, on aura moins besoin de faire de l'élec
photovoltaïque, etc. C'est l'équilibre final qui sera important. Et donc, les chiffres que nous avons, qui figurent aujourd'hui dans le plan climat, à l'arrivée, sont un peu modifiés par rapport à ce qui a été mis. Mais c'est vrai que la problématique de l'eau, de l'hydroélectricité, même de la micro-hydroélectricité, me paraissent importants. Il faut vraiment qu'on y retravaille dessus, parce qu'en fait, toutes les énergies, même si en quantité, c'est que non, sont pas importantes, mais ajouter les unes aux autres, ça contribuera largement à faire de l'énergie propre, sans trop qui sera facilement acceptée, si vous voulez, et qui contribuera à la réussite de notre plan climat. Je vais juste rebondir par rapport à ça, c'est que c'est très bien. Je suis très content d'entendre que l'hydroélectricité est maintenant fait partie intégrante de la réflexion, parce que dans le document qui avait été soumis, ça n'y était pas. Oui. Alors justement, de façon très concrète, le document, il y a eu la consultation s'est finie le 7 février 2019, là. Les remarques ont été pour partie intégrées en fonction de celles qui étaient pertinentes. Là, il est en examen maintenant par les services de l'État, qui va revenir pour être voté au Conseil communautaire bientôt. Donc, ma question, c'est que au niveau des choix qui ont été faits, parce que maintenant, votre travail a été fait. Donc, le document sur lequel vous avez convergé, est-ce que c'est un document confidentiel à l'heure actuelle? Non, pas du tout, puisqu'il a été sur le site. Non, mais c'est le document en consultation. Mais après, la prise en compte de correction, pour l'instant, il n'a pas été modifié, puisqu'on attend de voir ce que les services de l'État apporteront comme modification par rapport aux documents qu'on a envoyés et aux observations que l'on a fait suivre. Donc, pour l'instant, nous, on ne les a pas intégrés localement, si vous voulez, on ne les a pas intégrés, puisque le document était déjà parti. Mais il est important d'avoir une vision stratégique jusqu'à l'horizon 2050 pour savoir quelle est l'orientation que vous prenez, parce que du choix que vous allez faire dépendra l'impact sur la qualité de l'air, de l'eau, des sols, du paysage, et une stratégie territoriale, c'est justement ça. Et ça doit être cohérent, bien sûr, avec le document juste au-dessus, qui est le SRADET, dont le petit nom est Occitanie 2040, comme le stage et le SAGE sont en lien. Donc je vois que vous avez une très bonne connaissance sur la mise en région. Non mais c'est un régal, parce que parfois, vous savez, quand on élabore ces documents, au niveau régional, on peut se sentir un peu seul. Mais j'ai déjà fait savoir que j'étais prêt à vous aider depuis très longtemps. C'est très bien, et par rapport à la confidentialité des documents, ils sont absolument publics. Vous le voyez d'ailleurs, et on est filmé ce soir, on a fait la demande, moi ça ne me gêne absolument pas, on est dans des séances publiques. Les chiffres que je vous ai présentés, ils sont contrôlés par la Cour des comptes, donc ça ne me gêne pas de les poser. D'ailleurs, ces jours-ci, pour votre information, la Cour des comptes est dans la maison, donc vous voyez, on est vraiment sur des missions publiques. Il y a évidemment une certaine confidentialité dès lors qu'on touche aux personnes, mais après, sur des sujets comme ça, au contraire, il faut qu'on partage avec le territoire. Je pense que la volonté des élus, ça a été de se préoccuper très tôt de ces questions-là. Si on est la première communauté d'Occitanie à le faire, c'est quand même qu'on a eu une considération par rapport à ça, qu'on arrive aux conclusions et qu'on cherche comment est-ce qu'on passe aux actes. C'est ça, la vraie question. Parce que derrière les opérateurs, on a parlé de l'hydroélectricité, de tous les sujets qu'on peut parler, on aura besoin aussi de trouver des porteurs de projets. Et on voit arriver aujourd'hui sur notre territoire des porteurs de projets qui sont importants, qui voudraient, je pense, photovoltaïque au sol, couvrir des centaines. C'est des questions, ça. De la même manière, on discutait encore de l'eau tout à l'heure, sur la compétence eau. Moi, je suis très attaché, en fait, sur le sujet de la privatisation de l'eau. Donc, je crois qu'il faut qu'on soit très vigilant sur cette question-là par rapport à l'avenir. Et quand on sera au pied du mur, si on attend trop, on aura aussi cette difficulté-là à gérer dans l'immédiateté, parce qu'on n'aura pas mis en place les moyens pour pouvoir avoir une bonne gestion de cette question-là. Donc, vous voyez, c'est des sujets comme ça, on essaye de les appréhender au maximum. On l'a fait aussi, très clairement, parce qu'on a trouvé les moyens pour le faire, parce que vous avez vu qu'on n'est pas les collectivités les mieux aidées.
Donc il faut aussi qu'on ait un peu l'intelligence collective pour aller chercher des moyens. On a réussi à le faire sur ce sujet-là. J'espère qu'on pourra le faire sur d'autres parce que c'est de mon point de vue très important d'anticiper les situations. Donc si le document sur lequel vous avez intégré les remarques si je pouvais le consulter, je serais très content. Et si j'ai encore des éléments à vous passer, je le ferai sans... Je vais faire en sorte auprès de mon vice-président qu'il vous rende heureux. Donc on se verra très très bientôt. Parce que c'est un très très sujet, y compris national. Il y avait une autre question, madame. Oui, alors moi, j'ai pas attendez, peut-être attendez le micro. Oui, je sais, ça peut faire peur un micro, mais c'est plus confortable pour tout le monde. D'accord. Moi, je suis Caroline Ferralta et je n'ai pas du tout les mêmes connaissances que M. Baget. Par contre, il y a une chose qui m'est très importante, c'est que faire, en effet, produire de l'énergie, c'est très bien, mais il faut vraiment regarder à long terme l'impact. Parce qu'on entend quand même de plus en plus parler des problèmes du photovoltaïque, comment ça va être recyclé. Donc je pense qu'il y a des choses qui sont peut-être plus faciles à faire, peut-être plus coûteuses au départ, mais avec un impact pour l'avenir qui sera moins important. Voilà ce que je voulais dire. Parce qu'il ne faut pas penser qu'à nous, il faut penser surtout à nos enfants et à nos filles. Donc vous avez bien raison d'avoir cette considération. On compte aussi sur les gens qui travaillent sur ces questions-là. Mais vous savez, on a toujours une crainte quand on part sur de l'innovation. Moi, sincèrement, je pensais le système de la méthanisation très vertueux. Et je continue à le penser. Dès lors qu'on contrôle ce qu'on met dedans, c'est-à-dire ce qu'on met à l'entrée. Moi, j'ai pas de crainte à la sortie si ce qu'on met à l'entrée est contrôlé. Mais malgré tout, ça nécessite du contrôle, ça nécessite encore une fois de l'organisation. Et sur des sujets comme celui que vous évoquez, des compétences avant tout. Et effectivement, le photovoltaïque, on le dit depuis le départ, mais la filière de recyclage du photovoltaïque, surtout avec des produits qui peuvent venir de l'autre bout du monde, je cite personne, mais c'est quand même une préoccupation de savoir déjà ce qu'il y a dedans. Et de parfois regarder ce qui se passe à l'extérieur de la France, parce que parfois, il y a des choses que nous, on met en place avec beaucoup de retard. Donc, regardons aussi ce que les autres ont fait et où ils en sont. Je suis bien d'accord, mais je vous assure que la réflexion qui a été menée sur le PCAET est vraiment quelque chose d'intéressant. Alors, notre prochain challenge, c'est clair, moi j'en ai parfaitement conscience, c'est aussi de l'ouvrir de manière à ce que le maximum de citoyens puissent participer à ces réflexions-là, parce que je crois que c'est important, on le voit, on a d'abord des gens qui ont la compétence, on a d'autres qui ont de l'intérêt, tout simplement, mais ça peut être aussi des moteurs formidables, à la fois pour les sujets dont on traite, mais aussi pour le territoire. Donc, ça fait partie des réflexions qu'on doit avoir, et si je mène à ce type de réunion, c'est pour chercher des solutions, comment est-ce qu'on associe au maximum la population sur les grandes questions qui nous sont aujourd'hui opposées. Alors, sinon, j'avais d'autres questions. On a entendu des rumeurs quant à la destruction du barrage du Surgier, que vous pouvez nous en parler? Alors là, je vais laisser le maire de Figeac répondre parce que je n'ai absolument aucune information dessus. Oui. Bonjour, Madame Ferralta. Alors, les rumeurs, c'est toujours pareil, les rumeurs, c'est des raccourcis. Alors, je vais vous dire où il en est. Le barrage du Surgier, il est sous une étroite surveillance parce qu'effectivement, en cas de rupture, il y a quand même un risque pour la population. Et donc, les dernières études, puis cette surveillance périodique, montrent qu'il se vide de l'intérieur. C'est-à-dire, en fait, il a été fait avec une espèce de chaussette dans laquelle on a mis du gravier. Et puis, le gravier, il s'en va au fur et à mesure. Donc, on réinjecte régulièrement, on a fait des puits, on réinjecte du béton, mais à un moment, il va falloir le reconstruire. Donc, tout ça, c'est sous contrôle de la DDT, de la DREAL, etc. Donc, du coup, comme il va falloir le reconstruire, comme il s'envase, puisque tout le monde le sait, les sédiments se sont accumulés, donc maintenant, c'est interdit à la baignade. L'été, comme la lame d'eau n'est pas assez épaisse, il y a un réchauffement qui fait que il y a des cyanobactéries qui se développent, donc du coup, on est obligé d'interdire même la pêche. Donc, l'étude qui est lancée sous l'égide du syndicat mixte, donc de la Rance du Célé et du Lot-Médian, c'est d'arriver à savoir comment c'est-à-dire reconstruire le barrage, sûrement pas comme il est aujourd'hui,
Voilà, et si possible, enfin, quand je dis si possible, ça sera sûrement en renaturant une partie du site. C'est-à-dire qu'il y aura sûrement un investissement de la hauteur du plan d'eau. Et justement, puisqu'on parlait ce matin, je recevais M. Agrèche, que certains d'entre vous connaissent en tant que président de l'association des moulins du Quercy, et il évoquait la possibilité, effectivement, d'intégrer dans le nouveau dispositif une production d'électricité, voilà. 630 000 kWh potentiels. Voilà. Alors, il m'a proposé d'aller à Nègrepelisse, où il va y avoir effectivement une visite. Voilà, et ça, on en est qu'au début de l'étude. Voilà, donc, donc, pour dire, il sera détruit, mais il y aura quelque chose à la place. Voilà. Très bien, mais écoutez, c'est l'intérêt d'avoir des vice-présidents qui sont impliqués sur d'autres sujets, parce qu'au moins on a des réponses précises.